Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique. Nos élus nous représentent-ils vraiment? C'est pour essayer de répondre à cette question que nous sommes venus ici aujourd'hui à Venarey-les-Laumes devant la mairie. Cette petite musique, on l'entend depuis longtemps. Elle s'est mise à résonner très fort depuis le mois de novembre, depuis le début de cette crise des Gilets jaunes. Alors, notre système est-il vraiment représentatif? Faut-il l'améliorer ou faut-il tout changer? Et y aurait-il pour certains dans ce débat des objectifs moins désintéressés et plus politiques? Pour réfléchir à ce sujet, nous avons donné rendez-vous à nos invités dans un lieu symbolique de notre démocratie, une mairie ici à Venarey-les-Laumes, une mairie ancienne totalement rénovée, peut-être une piste ou un symbole pour notre débat du jour, qui va donc se dérouler dans cette salle du conseil municipal avec le maire de Venarey-les-Laumes, Patrick Molinos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes par ailleurs vice-président PRG du conseil régional. Merci de nous accueillir ici dans ce lieu qui n'est même pas encore totalement inauguré. Pablo Debray, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici le mouvement Majorité Silencieuse 21. Vous tentez d'organiser une consultation citoyenne sur un possible changement des institutions. Une sénatrice avec nous, bonjour. Bonjour. Marie Mercier, sénatrice LR de Saône-et-Loire. Vous avez par ailleurs été longtemps maire de Châtenois-le-Royal. Et puis Joël Mécantard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public, il nous fallait un spécialiste de la Constitution dans ce débat. Vous êtes par ailleurs élu dans la majorité municipale de Dijon. Notre question du jour, finalement, je l'évoquais, mais elle n'est pas nouvelle. Mais pourquoi cette bulle explose-t-elle maintenant aussi fort, Patrick Molinos? Pourquoi, d'un seul coup, tout le monde se tourne vraiment avec acuité sur cette idée de la représentativité? Vous posez la question sous l'angle de la représentativité, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que je crois d'abord et avant tout en la démocratie représentative, qui doit être modernisée, c'est certain, qu'on doit faire sans doute mieux comprendre à nos concitoyens, mais c'est plutôt un mouvement, m'a-t-il semblé, d'abord d'interpellation des institutions, peut-être d'interpellation d'une politique, avant d'être un mouvement d'interpellation sur les fondements de la démocratie. Ce sont d'abord des gens qui ont dit, je crois, j'en ai vu beaucoup ici, nous ne sommes pas contents avec telle ou telle politique, la fin de l'ISF par exemple, ou telle mesure. Cette accumulation de mesures nous déplaît, on veut l'exprimer. Et puis, le rôle des réseaux sociaux a permis aussi une mise en lien dans des conditions nouvelles, puisque normalement, traditionnellement, le lien entre le citoyen et la décision publique, c'était l'élu de proximité avant qu'il y ait des médias. Ensuite, ce sont les médias qui sont venus faire l'intermédiaire. Et désormais, il y a cet outil de communication directe de citoyen à citoyen qui fait que tout le monde peut parler à tout le monde, à tout moment, à tout instant, sans régulation. Sans doute, ça a participé au gonflement de ce mouvement et de cette prise de conscience qu'il y a des choses à dire. Pablo Debray, on est à un point maximum de ce questionnement sur les institutions, sur les élus, sur leur représentativité, de votre point de vue? On est simplement au tout début de ce questionnement. Nous, notre association, elle n'entend pas donner une réponse. Est-ce que les élus sont représentatifs ou pas de la population? Par contre, vous posez la question quand même. Enfin, la question, elle est posée de manière suffisamment forte et problématique dans la société pour qu'on décide d'y trouver une réponse. Et en l'occurrence, il y a une partie de la société qui met en accusation ses représentants de ne pas faire leur travail de représentation. Donc ici, on a des représentants qui peuvent témoigner, comme on pourrait témoigner dans n'importe quel procès, mais au final, à la fin, il va falloir revenir aux seuls qui vont pouvoir juger, c'est-à-dire les citoyens. Et s'ils doivent juger sans passer par le biais des représentants, il faudra passer par le référendum. Bon, on va y venir. Marie Mercier, comment vous le vivez, vous aussi, en tant qu'élu? Je disais aussi que vous avez été maire longtemps, et forcément, quand on est maire, ce n'est pas forcément la même chose que quand on est parlementaire. Cette mise en cause, en fait, de la représentativité des élus Comment je le vis, comme tous les élus qui sont dévoués à leur commune et à leurs administrés, je ne le vis pas bien. Pas bien. On est triste de voir que finalement le travail, ce qu'on a fait en direction de nos administrés n'est pas forcément bien compris, n'est pas forcément bien connu. Mais vous l'entendez, ce qui vous est dit, ce sentiment que peut-être, alors les élus ou certains élus, parce que ça va être la question, ne représentent pas les citoyens comme... Bien sûr que je l'entends, sauf que nous n'avons pas fait de fronde, nous avons été élus. Nos administrés nous ont fait confiance et nous devons être dignes de cette confiance. Notre jugement à nous, ce sont les urnes, ce sont les scrutins.
quand on se représente, c'est là où on voit que finalement on a été bien compris, on a bien fait notre travail, parce que de nouveau, les électeurs vont nous choisir pour notre projet. C'est un projet. Même si dans certains cas, on sait qu'il y a quand même des contingences nationales, on va dire, qui Oui, influencent aussi en fait, beaucoup la chose. Quand je dis ça, je pense beaucoup, évidemment, Beaucoup au comme maire. vous avez eu gentillesse de le dire, je pense beaucoup au municipal. C'est un scrutin de proximité et on sait que le maire reste le référent pour la plupart de nos concitoyens. J'ai vu votre signe, Patrick Molinos, mais un mot de Joël Mécantard d'abord sur cette dimension constitutionnelle aussi. Est-ce qu'il s'est passé ça à d'autres moments quand il a fallu changer de constitution? Est-ce qu'on était aussi dans des crises de représentativité comme ça? Sans doute, mais il n'y avait pas la télé à ce moment-là. Quand on regarde certaines constitutions, je pense à la constitution de 1793, on n'invente rien. Il y avait toute une procédure qui était prévue dans les articles 56 et suivants de la constitution de 1793 qui donnait du pouvoir aux assemblées primaires et quand une délibération était prise, un délai pour redonner aux citoyens la possibilité de se réinvestir et de se réapproprier la décision. Donc c'est ancien, On va dire qu'elle n'a pas servi celle-là. Elle n'a pas servi, puisque effectivement, elle n'a pas servi, mais nos voisins suisses de proximité, puisqu'on a une frontière commune maintenant, pratiquent ça depuis des années et ça fonctionne très bien. On travaille sur ces questions au Centre de recherche en droit et en sciences politiques, le CREDESPO, à l'Université de Bourgogne, et on a justement, on avait fait ça bien avant les Gilets jaunes, on a lancé ça avant, que c'est un truc qui s'appelle Repenser la Constitution, un séminaire de recherche sur ces questions. Et on travaille en faisant venir toute une série d'interlocuteurs et c'est des questions qui sont assez récurrentes. Finalement, si vous voulez, je pense que ce qui est posé, alors il y a effectivement la question sociale qui a commencé au départ de ce mouvement, mais il y a aussi la question institutionnelle qui transparaît dans le grand débat national. Et je crois que derrière, je partage un peu ce que dit Patrick Molinos sur la représentativité. Ceci étant, il faut que cette représentativité, elle évolue et qu'elle aille dans le sens de donner aux citoyens le moyen de se réapproprier les questions politiques. Et techniquement, constitutionnellement, c'est possible. Simplement, il faut arrêter de ridiculiser nos voisins suisses en leur disant « bah oui, vous faites du référendum pour les cornes des vaches ». Il faut regarder la réalité. Il n'y a pas que les cornes des vaches. Hein, je veux dire, voilà. Oui, vous vouliez réagir. Oui, je voulais réagir parce que vous êtes ici dans une mairie avec une ancienne maire, un autre élu municipal, peut-être quelqu'un qui le deviendra un jour, je n'en sais rien. Le mouvement, il naît au départ, pour contester l'action d'un exécutif, le gouvernement. Pas le gouvernement qui n'est pas élu, je vous le rappelle. Le gouvernement n'est pas élu. En même temps, l'image des élus, de façon globale, elle est en dégringolade depuis 30 ans. Sauf si je peux me permettre, pour les maires. Ouais. Et pourquoi pour les maires? Même si ça s'effrite aussi pour les maires, et que un peu. Peut-être il y a le même mouvement. Mais ça s'effrite quand même beaucoup moins. Et pourquoi? Parce que d'une manière générale, dans nos presque 36 000 communes, il y a 500 000 bénévoles, quelques élus, mais très minoritaires, qui ont quelques indemnités, parce que c'est des questions qui sont récurrentes dans le débat. Plus de 500 000 élus locaux, ils sont au contact quotidien de la population. Certains disent à portée de baffe. Quand il y a un truc qui ne va pas, on appelle le maire. Quand il y a un truc qui va, on lui dit parfois, mais on a une relation directe aux problématiques des gens. Donc, dans ce grand débat du moment, il y a une question qui a été posée à un exécutif et des réponses qui semblent parfois être déportées sur le dos des élus locaux. Et il faut qu'on y prête attention. On s'est prêté naturellement au débat, parce que tu as raison, il faut moderniser, il faut réintéresser les gens, mieux leur faire comprendre comment les choses fonctionnent, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Exactement. La démocratie... Ça voudrait dire quoi? Il faudrait plus de pouvoir, alors donner encore plus de pouvoir aux élus locaux? Non, pas forcément. Moi, je suis... l'histoire quand même institutionnelle, l'histoire du politique de notre pays, de la monarchie à la République décentralisée, c'est quand même un mouvement continu de rapprochement de la décision du citoyen, de celui qui décide. Bien sûr. J'exagère, enfin, le roi décide seul, puis un président de la République avec un parlement qui après... Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent « oui, mais vous prenez des décisions qui ne nous concernent pas, ou vous ne les prenez pas comme on le souhaite ». Vous la faites, cette différence, Pablo Debré, entre élu local, maire, et les autres, ou pas, vous? On l'a fait clairement. D'ailleurs, dans notre association, la consultation qu'on est en train d'essayer d'organiser, on essaye de l'organiser avec l'appui des maires, qui en général sont quand même bien perçus par une majorité de la population. En fait, c'est la question de la majorité qui doit être retraitée, c'est-à-dire que sur la question essentielle
de la loi, de toutes les lois qu'est la Constitution, de l'organisation des pouvoirs publics, des valeurs cardinales de la société et du cadre qui régit la capacité des représentants à exercer le pouvoir, sur ça, qui est vraiment l'essentiel de tout, clairement, il faut revenir à l'expression du citoyen pour déterminer où est la majorité là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord pour conserver les institutions peu ou prou telles qu'elles sont? Est-ce qu'on veut revoir complètement? Dans ce cas-là, il faut une assemblée constituante. Ou est-ce qu'on veut les rendre légèrement plus participatives? Et dans ce cas-là, on peut évoquer le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Ça va être la suite de nos discussions. Marie Mercier, Oui. alors, ancienne maire, mais vous êtes parlementaire. Bien sûr. Les parlementaires qui votent, alors, vous n'êtes pas forcément la majorité, mais les parlementaires qui votent les lois, c'est eux qui sont aussi dans le viseur. Bien sûr, mais la politique, c'est pas vouloir empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Les lois, elles viennent de quoi? Elles viennent des gens. Ce sont les gens qui nous donnent des idées et qui font que nous avons envie de leur répondre et d'améliorer les choses. La loi, elle est là aussi pour rendre le monde un peu meilleur. C'est une forme de protection. Mais allez, prenons l'exemple, alors c'était pas la loi, mais en partie quand même, les prix du carburant, l'augmentation du prix du carburant qui met le feu, décidé à Paris, voté à Paris, avec là, peu de... Voilà. Nous sommes vraiment, on est très contents, nous les sénateurs, parce qu'on avait dénoncé l'augmentation des carburants. Nous l'avions dit, ne faites pas cette bêtise. Les sénateurs réfléchissent et pourquoi la crise elle a pris cette ampleur? C'est une crise du pouvoir d'achat. Au départ, c'est le pouvoir d'achat, la CSG, les retraités qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Le point de départ, il est là parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Et le point de départ, c'est ça, c'est que quand le travail ne fournit pas assez pour maintenir une vie décente, mais une en qualité même temps, de vie. allons plus loin, au-delà, parce que ça, c'est les discours qu'on entend beaucoup. Est-ce que des élus nationaux, par exemple, est-ce qu'il faudrait que les élus nationaux soient pauvres pour comprendre les pauvres qui manifestent? Est-ce qu'il faudrait... C'est ça le questionnement. Est-ce que ça a comment vous le verriez, Joël Mégrand? Je trouve que c'est une Parce forme... que c'est ça qui est dit. Ouais. C'est ça qui est dit aussi dans les cortèges. C'est ça qu'on entend. Il peut y avoir là une forme de démagogie. Je veux dire, effectivement, on peut avoir plus de transparence et il faudrait... moi, je suis partisan, par exemple, qu'à chaque élection, on affiche les choses. Voilà. Telle élection, telle responsabilité, telle indemnité. C'est clair. Et on se rendra compte finalement que des gens. Oui, mais qui ça va travaillent... au-delà de ça. Est-ce que ça va pas au-delà? Mais si, il y a cet aspect critique. Il y a le financier, mais est-ce qu'il n'y a pas la dimension sociétale? En gros, vous êtes des gens en costume avec des cravates. Vous pouvez pas ce matin. Vous pouvez pas comprendre ce que nous on vit. En gros, il y a ça derrière quand même qui est. Oui, mais alors ça, c'est quand même. Pardon, mais c'est ce qu'on entend depuis plusieurs mois. Donc c'est pour ça que je vous la pose aussi brutalement cette question. Oui, mais à un moment donné, il faut quand même reposer, à mon avis, les choses de manière un peu fondamentale. Il n'y a pas de décision prise, sauf dans des systèmes totalitaires, qui ne soit le fruit d'une discussion. Il ne suffit pas de hurler chacun qu'on veut, bleu, blanc, vert, pour que d'un seul coup les choses se réalisent. La décision collective, elle est forcément construite. Il faut se parler. Alors on peut se parler en cravate, on peut se parler sans cravate. Il faut des assemblées, il faut des gens qui échangent de manière rationnelle. Moi, je suis étonné que Madame la sénatrice... Est-ce qu'actuellement ça existe? Mais ça existe, ça existe, sauf que le point fondamental, et je ne veux pas parler à la place de Madame la sénatrice, mais si les maires et les élus locaux sont peut-être moins attaqués et certainement moins mis en cause que d'autres, c'est aussi parce que nous sommes en liaison directe. Notre décision influence directement ce qui se passe. Le problème des gouvernements, je ne veux pas en stigmatiser un, c'est qu'il n'y a quasiment pas, dans la Ve République, de contrôle parlementaire efficace. 90% des textes de loi adoptés sont des textes qui sont rédigés par les ministres ou plus exactement par leurs administrations. Et donc, il y a là sans doute un problème démocratique majeur. En gros, c'est parce qu'on ne fait pas bien marcher ce qui existe aussi que... non, on peut changer les choses. On peut changer. D'abord, vous vouliez réagir. En fait, là, on émet tous des opinions. Donc moi, je vais éviter d'ailleurs d'en émettre qui ne soient pas celles de l'association. Dans laquelle il y a des opinions très diverses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe, en fait, finalement, ce que vous dites, ce sont des témoignages recevables. Mais si vous n'acceptez pas à un moment que c'est les citoyens qui vont devoir donner leur opinion là-dessus, et que comme ce sont les représentants qui sont mis en cause, ça ne peut pas se faire par leur biais,
Si vous n'acceptez pas ça, on ne trouvera jamais une réponse satisfaisante, calme, modérée, construite à la question de la légitimité du pouvoir. Donc ça veut dire qu'actuellement, il ne faut plus élire, il faut remettre les choses à plat, renverser la table. Aujourd'hui, il y a un système qui est ce qu'il est, il tourne, et à l'intérieur, les gens qui ont été élus, ils sont légitimes de faire ce qu'ils ont à faire, tel que c'est décrit dans les textes. Mais en parallèle, là, on a besoin d'une discussion avec des gens comme vous qui venez apporter votre expertise ou votre témoignage, mais à la fin, que ceux qui vont trancher, c'est les citoyens, ça ne peut être que par référendum. Ils le font tous les 6 ans dans les communes. Tous les 6 ans, ils tranchent et ils disent à leurs maires, à leurs conseillers municipaux, eh bien écoutez, nous sommes satisfaits ou nous ne sommes pas satisfaits de ce que vous à avez la présidentielle, un certain nombre, à toutes les élections, presque, on va dire, on va être extrême, mais aux prochaines européennes, ça se profile à presque plus personne qui va voter. Donc, au municipal, ça n'est pas vrai. Je suis désolé d'y revenir. Au municipal, les taux de participation on a bien compris au municipal, sauf que ce qui est mis en cause, c'est la politique du gouvernement, c'est des élections législatives dans lesquelles on avait un corps électoral qui était extrêmement réduit. On interroge peut-être le fait majoritaire. Oui, il y a la question du fait majoritaire sous la 5e, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Les gens ne comprennent pas que certaines forces avec lesquelles on est d'accord ou on n'est pas d'accord, d'ailleurs, un certain nombre d'entre elles, ce qui me concerne, comment se fait-il qu'avec tant de suffrages, on ne soit pas représenté? Donc il y a la question de la représentation. La proportionnelle et toutes ces choses-là. Mais au-delà de ça, au-delà de la question du mode de scrutin, effectivement, c'est peut-être mieux d'avoir un petit peu plus de proportionnel. Encore qu'il fallait faire attention sur quand on veut faire fonctionner des institutions. Il y a deux choses. Il y a l'aspect démocratique et il y a l'aspect avoir une majorité pour pouvoir fonctionner. Moi, je crois que la vraie question qui est posée, c'est pas tant... effectivement, il y a la représentation, on est d'accord, le mode de scrutin, il faut toucher cela. Je crois que la vraie question, c'est surtout de trouver les moyens constitutionnels, les moyens juridiques qui permettront aux citoyens, le citoyen, de ne plus être la volonté générale sous curatelle, mais de pouvoir se saisir des questions et de pouvoir les poser. Moi, je suis frappé de voir quand même, quand on regarde le système suisse, quand on est en Suisse, 2% du corps électoral pour une initiative de révision constitutionnelle peut enclencher le processus et à la fin avoir un référendum. 2%. Même l'initiative européenne... En France, on a l'habitude de dire mais c'est un petit pays, c'est facile dans un petit pays. Non, c'est pas... Je me fais l'avocat du diable. Oui, non, mais il faut... Je suis d'accord avec vous, mais c'est des pourcentages. Donc les pourcentages, regardez chez nous, quand la révision de 2008 prévoit le référendum d'initiative partagée. Oui, c'est même pas d'initiative citoyenne. C'est celui qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera jamais. Qui ne marche pas. Même l'Union européenne, on critique souvent l'Union européenne. Quand vous avez une initiative citoyenne européenne, 7 citoyens de 7 États différents peuvent la déclencher. Alors, 1 million de signatures. On va essayer, après tous ces chiffres, prenons un peu de hauteur, Joël Mercantat. Est-ce que tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est provoqué par le fait que le citoyen en général, aujourd'hui, il n'est plus le même que le citoyen, on va dire, mouton, qui suivait les partis, les syndicats des années 70, des années 80, et qui veut influer sur les choses. Pablo Debray d'abord, mais est-ce que vous avez ce sentiment-là, et que c'est pour ça, de votre point de vue, qu'il faut changer les choses aujourd'hui? L'émergence, par exemple, du RIC comme sujet, c'est la volonté des citoyens de se réapproprier le pouvoir en se saisissant eux-mêmes par référendum quand ils ont le sentiment qu'ils sont plus représentés par les élus. Et ça, effectivement, c'est quelque chose... Juste, pardon, avec peut-être un petit bémol, c'est que le RIC, c'était présent sur les manifestations de Gilets jaunes, qui représente une parcelle minuscule du corps électoral français. Donc quand vous dites les citoyens... On peut aussi le discuter. Moi, je ne dis pas que c'est une demande des citoyens. Je dis, quand on parle du RIC, c'est ça dont on parle. On parle de se réapproprier le pouvoir. C'est une bonne question de savoir, est-ce qu'il y a une majorité de citoyens dans le pays qui veulent le RIC? Et du coup, pour pouvoir répondre à cette question, il faut informer sur qu'est-ce que ça pourrait être. Et puis à un moment, de toute manière, il faudra y répondre. Et vu que c'est une volonté de contrôle, clairement, des représentants, ce n'est pas aux représentants de trancher ce sujet. Marie Mercier, vous vouliez réagir, vous attendiez. Vous attendez. Simplement. Mais ensuite, je vous garde. Oui. Moi, il y a une difficulté majeure dans le désamour des citoyens aux politiques qui grandit, et il faut absolument trouver des solutions à ça, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une démocratie qui ne serait pas vivace. Donc il y a un problème de confiance entre le citoyen et ses représentants qui doit être abordé et réglé. Mais il faut faire extrêmement attention à ne pas laisser entendre que par des solutions ultra simplistes,
tout va se régler. Parce que pour une partie des gens qui contestent, il y a une partie des gens qui contestent parce que tout simplement ils ne sont pas dans la majorité. Et ça arrive tout le temps, de quelque bord que l'on soit. Donc il faut se Est-ce qu'il n'y a pas une préserver tentative de de ça. vouloir rejouer le match en fait? Il y a des gens qui peuvent vouloir rejouer le match. Et il faut donc s'en méfier. Les partis politiques ont tendance souvent à vouloir faire ça, encore une fois, de quelque bord qu'ils soient. Donc il faut se méfier de ça, mais il faut se méfier encore plus de laisser à croire aux gens qu'on va leur apporter des solutions ultra simples à des problèmes qui sont compliqués. Le référendum ne peut pas être le mode de gouvernance, personne n'a dit ça autour de cette table, hein, mais ne peut pas être le mode de gouvernance permanent de toutes les problématiques qui se posent au quotidien. Sinon, on ne fonctionne pas. Notre collègue juriste a dit que sur la proportionnelle, il en fallait une dose. Il n'a pas poursuivi son propos, mais je sais que ce que l'on pense tous, quand on voit comment ça s'est passé, il faut de la proportionnelle, mais s'il y en a trop et si les mécanismes ne sont pas organisés, on arrive à une paralysie de la décision, et s'il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'avancée sociale, il n'y a pas d'avancée économique. Et pour avancer, et c'est une question que j'ai envie de poser à Marie Mercier, parce qu'elle est au Sénat. Le Sénat, c'est une vieille chose, qui est très à la mode en ce moment, qui nous explique bien à quel point il est utile, mais c'est une vieille chose. Oui. Est-ce qu'il faut faire de la cosmétique? Est-ce qu'il faut mettre un peu de proportionnel, reconnaître le vote blanc? Ou est-ce qu'il faut, ce qui est prôné par certains, une assemblée constituante, aller très loin, tout revoir, de votre point de vue? Vous qui siégez dans une vieille institution, une vieille chambre. Et nous portons le poids de l'histoire aussi, qui est important pour savoir où on veut aller. On vous dit souvent que vous ne servez à rien. Ça, venez me suivre et puis je vous expliquerai davantage quel est le travail que nous menons. Dans le cas de l'affaire Benalla. Hein. Bon, alors il se trouve que je siégeais à la commission des lois, donc j'ai suivi l'enquête Benalla. L'essentiel de mon travail actuellement, c'est la prévention de l'enfance, c'est la prévention des violences sexuelles sur mineurs. Je passe beaucoup de temps autour de ça. Mais quand nous fabriquons une loi et qu'elle arrive au Sénat, il y a plus de 63% des amendements des sénateurs qui sont repris par l'Assemblée nationale, quelle que soit la couleur du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes là pour aller un petit peu plus loin. Vous avez dit, mon cher collègue, l'essentiel, c'était de se parler. C'est surtout de s'écouter. Ce qui serait bien, c'est que notre président, le gouvernement, il écoute et il entende ce qu'on veut lui dire. Le succès des Gilets jaunes, ça a été plus qu'un soutien. Pour moi, c'était une forme d'identification. On s'est tous reconnus. Tout le monde, on avait un petit gilet jaune quelque part, même quand on était des élus. Alors, s'écouter, c'est bien. Très bien. Quand on va proposer un référendum, quelle va être la question? Et ensuite, quel va être le but de ce référendum? Comment on va derrière mettre en place les choses? Vous êtes déjà au référendum. Mais parce qu'il faut donner des réponses et que le but, ce n'est pas de tout mettre par terre, il faut solidifier. Mais c'était le sens de ma question, c'est est-ce qu'on garde ce qu'on a, vous qui êtes parlementaire, voilà, c'est ça? Je crois qu'il faut garder des fondamentaux, c'est pas d'aujourd'hui. Il faut garder un socle. Vous savez, moi, mon métier, c'est médecin et on n'a jamais soigné la maladie par la mort. Alors vous travaillez à faire voter des lois. Si on met en place un RIC dans lequel on peut, par exemple, revenir sur une loi qui a été votée, voilà, imaginons qu'il soit comme ça, un RIC qui pourrait être abrogatoire, vous accepteriez, vous, parlementaire, représentant d'une légitimité, que derrière une autre partie de la... Mais tout à fait. Je vais vous dire qu'il y a des lois scélérates. Il y a des lois scélérates. Oui, mais parce que c'est pas celle de votre camp, ça, du coup. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai géré une commune pendant 17 ans avec la loi sur le non-cumul des mandats. Je suis sénateur, je représente les territoires. On ne pourra plus actuellement être maire et sénateur. On ne peut plus. Je trouve que c'est quelque chose c'est une distorsion. Pour moi, c'est paradoxal. C'est pas sûr que c'est là-dessus que les citoyens vont lancer un RIC quand même. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage. Juste un mot là-dessus. Il nous reste 3 minutes d'émission, ça passe affreusement vite. Le RIC, on parle par voie de RIC abrogatoire, voire de RIC révocatoire. Est-ce qu'il y a... quand vous en parlez autour de vous, je ne vous demanderai pas de prendre parti, on a bien compris que vous organisez cette chose-là, mais quand vous en parlez autour de vous, la tendance c'est quoi? C'est des gens qui veulent quelque chose d'extrême ou des gens qui veulent juste qu'on les écoute dans les contacts que vous avez? Pas du tout. Pour le moment, on a fait des réunions qui pouvaient être entre 40 et 80 sur l'écriture, le débat sur les textes. Tout le monde, quand ils essayent, les gens, de s'approprier le RIC, et par exemple, ou l'Assemblée constituante, et de dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Tout le monde a l'ambition de faire quelque chose de stable et de constructif. D'accord. Voilà, de toute manière, prime l'intérêt général. Alors après, l'intérêt général peut-être, et la volonté générale peut-être de conserver les institutions telles qu'elles sont. Mais ça, il faut le vérifier. C'est important de le tester. C'est important aussi pour vous, les élus, parce qu'une fois que vous connaîtrez vraiment la volonté générale, vous pourrez l'appliquer et sereinement.
Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une vrai que situation compliquée. Chaque candidat à la présidence de la République, on le sait, ne veut jamais mettre en cause le système puisque ça mettrait en cause sa propre présidence. On sait que ça a été comme ça à chaque fois. Je pense que la révision qui est en attente, on va dire, pour l'instant, avait un petit peu tenté d'anticiper avec une chambre de la société civile, avec un droit de pétition, etc. Sauf que on n'est plus là. On n'en est plus là aujourd'hui, compte tenu du mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, je crois que ce qui était important aussi à dire par rapport à ce mouvement, c'est qu'on a retrouvé le troisième terme de la devise républicaine, c'est la fraternité. La fraternité, elle s'est exprimée sur les ronds-points où les gens qui ne se connaissaient pas ont pris le café ensemble. Maintenant, je suis sûr qu'il y aura des gens qui seront amis de cet automne. En même temps, on est au lendemain d'une manifestation qui a été marquée par très grande violence à Paris aussi. Oui, on a beaucoup insisté sur les violences dans les samedis, mais il n'y avait pas que les gens qui étaient là chaque samedi, chaque acte. Il nous reste 1 minute 30. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous souhaitez, vous, qu'il y ait un référendum bientôt? On parle beaucoup d'un référendum QCM qui poserait un certain nombre de questions. Est-ce qu'il vous semble qu'il faut, comme le disait Pablo Debré, qu'il y ait un référendum et qu'on pose la question aux Français sur on met le RIC, on revoit la Constitution? Est-ce que ça vous semble une bonne idée ou pas en tant et les élus m'importent là-dessus. Très vite, Patrick Munoz. Oui. Moi, je pense que pour réconcilier les citoyens avec la politique, il faut toujours travailler à réduire l'écart entre la promesse électorale et sa réalisation. Le vrai problème, il est là. Des élus qui promettent beaucoup, qui réalisent peu. Le référendum est rarement une bonne méthode parce que très souvent, la réponse apportée n'est pas celle qui correspond à la question posée. Et pourtant, il faut trouver le moyen de moderniser et d'interroger les citoyens. Je suis obligé de vous couper parce que c'est la fin de notre émission. Je sais, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps et c'est un sujet complexe, mais qui va se poursuivre dans les prochains jours avec la restitution des grands débats et peut-être un référendum. Merci à tous les quatre d'être venus ici à Vénarel-les-Lômes. Merci de nous avoir accueillis et bon dimanche.